Alors, l'émergence de la systémique. Bon, je vais ici partir d'une comparaison entre deux approches. L'approche dite classique, l'approche dite cartésienne. Je renvoie à Descartes, discours de la méthode 1637. Qui fondent quasiment, on l'a vu ensemble, on l'a étudié ensemble dans une autre conférence, qui fondent quasiment la démarche scientifique telle qu'elle existe encore aujourd'hui. Donc c'est Descartes qui est vraiment quelqu'un de très important dans l'histoire de la pensée théorique et sociale, et sociétale plutôt, mais qui est aujourd'hui évidemment mise en cause, cette démarche scientifique. Enfin, cette approche, si vous voulez, ce qui est mis en cause, c'est l'application de la démarche scientifique à l'ensemble de la société, quantification, évaluation, économique, financier, chiffres, etc., qui a produit ce que Max Weber, le sociologue, appelait le désenchantement du monde. C'est-à-dire ce monde, il est plus drôle, quoi. Il est technique, il est rationnel. Et l'approche systémique donc, va prendre un peu le contre-pied de cette approche mécaniste, rationnelle et un peu appauvrissante sur le plan humain en tout cas. Voilà. Alors je rappelle simplement ici le paradigme mécaniste cartésien. Descartes a énoncé 4 principes. Alors je vais les critiquer, mais en même temps ils restent tout à fait valables. Il ne s'agit pas de les éliminer. Dans notre démarche, d'ailleurs, on est parti de l'Antiquité à nos jours, et on a pris dans chaque époque ce qui nous semblait intéressant et toujours d'actualité. Donc, dans Descartes, dans le rationalisme cartésien, il y a toujours quelque chose d'actualité. Alors, le principe d'évidence, c'est l'idée qu'il y a des vérités vraies. Alors, là, c'est un peu redondant ce que je dis là, des vérités vraies. Mais une espèce de vérité absolue. On découvre la vérité, on découvre une vérité. Descartes, c'était ça, il voulait arriver à quelques principes dont il soit parfaitement sûr et indiscutable. En réalité, il aboutit à un seul principe, en faisant ce travail qu'il a fait, c'est cogito ergo sum, c'est-à-dire je pense donc je suis. Voilà. La seule certitude, après tout le travail de critique qu'il fait, c'est qu'il a le sentiment d'exister. Tout le reste peut être mis en doute. Donc c'est le doute cartésien. Et ce doute cartésien garde toute sa valeur aujourd'hui, c'est l'esprit critique. L'esprit critique, il faut toujours conserver l'esprit critique, ne jamais prendre comme vérité révélée les choses qu'on nous dit, qu'on nous raconte, qu'on lit, qu'on voit, qu'on pense, nous-mêmes d'ailleurs. Il y a toujours cet esprit critique qui est propre, je dirais, à la culture occidentale. Donc il n'y a pas de vérité absolue, y compris pour la science, qui a cette prétention. En fait, on voit bien que les résultats scientifiques d'une époque sont remis en cause par l'époque suivante. Donc, ce qui veut dire qu'on n'atteint jamais de vérité. Et ça, c'est typiquement ce que dit l'approche systémique. J'y reviendrai tout à l'heure. Il n'y a de vérité que relative. Voilà. Ensuite, le principe réductionniste analytique, c'est-à-dire que Descartes dit pour je dirais bien travailler, il faut découper les choses. C'est l'esprit analytique. Je découpe le réel en petits morceaux, ce qui me permet d'analyser en détail ce petit morceau. Vous voyez ? Alors si je veux analyser la totalité, évidemment, c'est quasiment impossible. Donc je découpe. Vous voyez ? Alors vous voyez, découper, ça veut dire prendre une partie de la réalité, l'isoler du reste, couper les liens. Et bien c'est ce que fait la science. C'est ce que fait la science. Toutes les connaissances d'aujourd'hui sont divisées en spécialités. Alors par exemple, vous allez chez le médecin, voilà. Alors, il y en a un qui va s'occuper de votre estomac. C'est le gastro-entérologue, ça peut être comme ça, je crois. Il y en a un autre qui va s'occuper de votre foie. Il y en a un qui va s'occuper de votre larynx, indépendamment les uns des autres. D'accord ? Et quand on soigne le foie, on mettra que les intestins. Enfin, je veux dire, vous voyez, et l'approche systémique, ça va être exactement l'inverse. Je ne découpe pas, je prends l'ensemble, c'est l'approche qu'on appelle l'approche holiste. Ouais. D'accord ? Sans analyse, quoi. Oui. Ouais. Enfin, il ne faut pas rejeter l'analyse. Ouais. D'accord ? Mais toute analyse, à un moment donné, doit être resituée dans un contexte global. Ça, c'est vraiment la clé de l'analyse systémique.
L'être humain est un système, avec des composants. Vous voyez ? Donc, l'analyse systémique, au lieu de diviser, relie, recrée du lien, recrée des liens. Vous voyez ? Relier, religion, hein, c'est le même mot. Redonner du sens. Relier, c'est redonner du sens. C'est pour ça que je dis que l'approche systémique redonne du sens. Le troisième principe, c'est le principe de causalité linéaire, c'est-à-dire une cause, un effet, une cause, un effet, une cause, un effet, et ainsi de suite. Et dans l'approche systémique, on ne sera plus dans la causalité linéaire, successive si vous voulez, mais dans la causalité circulaire. Et c'est la fameuse notion des, je y reviendrai tout à l'heure, je passe rapidement là, ce qu'on appelle les boucles de rétroaction. Boucle de rétroaction, c'est-à-dire effet-cause, la cause réagit sur l'effet initial. Donc ça boucle en permanence. Donc là aussi, on remet en cause un des grands principes de la rationalité, je dirais, cartésienne. Et enfin, le dernier principe que s'était donné Descartes pour arriver à des certitudes, c'est l'exhaustivité. C'est-à-dire de faire partout des dénombrements si entiers, des revues si générales, que je fusse assuré de ne rien omettre. Comme si on pouvait, je dirais, faire le tour d'un problème dans toutes ses dimensions, dans tous ses éléments. C'est ce qui vise. Et en réalité, on sait aujourd'hui que c'est impossible. Impossible. Donc plutôt que, en analysant un problème, vouloir tout analyser, tout mettre sur la table, eh bien dans l'approche systémique, on va faire des choix. On ne peut pas tout prendre, c'est pas possible. De toute façon, on ne peut pas tout maîtriser. Donc on fera des choix, on décidera de travailler sur certains éléments et en laissant d'autres de côté, sans les ignorer, bien sûr, sans les ignorer, mais en sachant qu'on ne peut pas avoir cette prétention à tout traiter, à être exhaustif. Alors, le paradigme, ce que j'appelle le paradigme systémique, donc, prend le contre-pied de cette démarche analytique, linéaire analytique, pour une démarche dite holiste. Vous voyez le mot holiste, global, voilà. À la fois dans les sciences physiques et dans les sciences humaines, dans les deux grandes dimensions. Alors, je ne rentre pas dans le détail. Il y a un grand principe qui est le deuxième principe de la thermodynamique de Carnot. Voilà, si vous voulez aller voir sur Internet, je vous expliquera tout ça dans le détail. Là, je n'ai pas le temps. Mais qui montre bien qu'un système, c'est un système est ouvert, si vous voulez, sur son environnement, et il échange. Et qu'un système qui n'échange pas meurt. Voilà. Donc, vous voyez apparaître, par exemple, la notion de communication, d'information. Donc, holiste, globaliste, ça, c'est un problème. On va voir. Joël de Ronet, je l'ai là, je vais vous montrer, parce que... Vous voyez, ça, c'est un bouquin qui s'appelle le macroscope. Il est vieux, il est tout jauni. Ça a été longtemps un livre de chevet pour moi. Oui, et vous pouvez toujours le lire. Il reste toujours aussi vrai, le macroscope. Et vous voyez ce que c'est qu'un macroscope par rapport à un microscope. C'est cette capacité à regarder d'en haut. Et donc à voir les choses dans l'ensemble. Et là, on voit autre chose que si on regarde dans le détail. Oui. C'est quoi le nom d'auteur, s'il vous plaît ? Joël de Ronet. Merci. Voilà. Donc, regardez globalement. Considérez globalement. Ensuite, il y a une autre idée qui vient de ce qu'on appelle, j'en parle là, le structuralisme. C'est-à-dire que, contrairement à une vision naïve qu'on a tous sur les choses, quand on regarde les choses, on dit, voilà, là il y a une table, il y a des chaises, il y a des gens, tout ça est évident. Voilà. Et cette vision naïve un petit peu des choses, en réalité, derrière ce qu'on voit ici, vous voyez, il y a un ordre caché. Il y a de la structure en dessous, sous-jacente. Moi, j'observe ça dans mon métier de formateur, d'animateur. Ici, c'est pas tellement le cas parce que, vous voyez, on voit l'organisation qui importe. Vous savez, quand on fait un cercle, une table, comme ça, en cercle, eh bien, en réalité, et ça on ne le sait pas, on ne le voit pas, mais
mettons qu'il y ait 10 chaises, si vous voulez, autour eh bien, il y a 10 rôles qui vont être joués à l'insu des gens mêmes qui sont là. C'est la dynamique du groupe. Dans tout groupe, il y a des rôles qui sont joués. Alors c'est quoi un rôle dans ce cas-là? Ben, c'est quelqu'un qui va être le bon élève, l'autre ça va être le contestataire, l'autre ça va être, ça y est, c'est ce qu'on appelle un bestiaire. Comme ça, il y a le renard, il y a la girafe, il y a l'éléphant, etc. Eh bien, c'est curieux, mais alors que les gens ne le savent pas, mais ils se mettent dans ces rôles comme si le groupe, pour exister, avait besoin que ces rôles soient joués. Et vous voyez, il y a une structure cachée. Ça, c'est l'hypothèse du structuralisme. Toute réalité, derrière toute réalité comme ça, apparemment évidente, complètement désordonnée, non. Il y a toujours un ordre et il y a toujours une structure. Donc il faut aller la chercher pour comprendre ce qui se passe et comment ça se passe. Ça, c'est l'idée du structuralisme. Et c'est évident. Quel est le système systémique sous-jacent à ce que nous voyons devant nous? Voilà. Et donc ça appelle à ne plus avoir une vision immédiate et naïve et spontanée des choses, en disant tout ce qu'on voit c'est bien, c'est comme ça, c'est évident, il n'y a rien à dire. Non, au contraire, il y a plein de choses à aller explorer et à aller chercher. Et d'ailleurs, ce structuralisme qui date des années... le grand nom du structuralisme, vous l'avez entendu parler il y a quelques années puisqu'il est décédé, c'était Claude Lévi-Strauss. Claude Lévi-Strauss, c'est quelqu'un qui a étudié, c'est un anthropologue, qui a étudié les sociétés archaïques. J'y reviens dans un instant, j'en dirai un mot. Mais l'homme qui se croyait maître du monde, n'est-ce pas? Enfin, qui entendait devenir le maître du monde avec le progrès, la science. Déjà avec Copernic, vous voyez qui c'est, c'est celui qui a dit, attendez, la Terre, c'est pas le centre du monde. Vous voyez, donc les hommes se pensaient être le centre du monde, vous voyez, c'est une prétention extraordinaire. Donc ça nous a cassé, là. Voilà. Ensuite, Darwin, alors que l'homme se pensait la créature supérieure, n'est-ce pas? Et non, finalement, on n'est que des descendants du singe. Donc ça y est, encore un coup sur le moral, l'orgueil, on prend un petit coup à nouveau. Et puis Freud nous dit, attendez, vous pensez que vous avez des comportements rationnels, intelligents? Les pauvres amis, votre raison, votre fameuse raison, vous maîtrisez tout, c'est ça que vous dites? Eh bien cette raison-là, c'est la partie émergée de l'iceberg. Tout se passe en dessous. Vous pensez être libre? C'est l'inconscient qui vous mène. Vous voyez encore de la structure sous-jacente. Il y a de la structure, il y a de l'ordre sous-jacent partout. Et c'est ça qu'il faut aller chercher, c'est ça qu'il faut comprendre, pour pouvoir ensuite agir sur la chose. Et encore une autre idée de la systémique, qui est une idée fondamentale, c'est l'interdisciplinarité. C'est-à-dire qu'on va casser les chapelles. Et la systémique est née comme ça. C'est-à-dire c'est né aux États-Unis. Bon. Notamment, on cite souvent le MIT, Massachusetts Institute of Technology, vous voyez, la fondation qui va avec, qui sont des chercheurs de disciplines diverses qui se sont mis ensemble pour justement une compréhension plus globale des choses. Et, alors, par exemple, à IGS, on fait des cours, on voit comment on fait les cours à IGS, mais comme dans toutes les écoles. Ah, vous allez avoir le cours de rémunération. Bon, rémunération. Après, vous avez le cours de relations sociales. Bon, relations sociales. Cours de management, c'est bon. Donc, les cours. Qui fait le lien entre les choses? Et il y a des liens forcément entre la politique de rémunération et les relations sociales. Il y a des liens. Vous voyez ce que je veux dire? L'analyse systémique, c'est justement cette recherche des liens pour comprendre la totalité du système. Voilà. Donc être manager systémique, ben, c'est dans cet état d'esprit-là qu'il faut voir ce. Alors je vous cite, et là vraiment je vous le cite, pour que vous donniez une idée très, très rapide de l'interdisciplinarité. Voilà, si je vous cite des noms et puis des thèmes, là encore, si vous voulez, vous pouvez aller sur Internet, vous cliquez là-dessus, vous trouvez ce qu'il faut. Mais l'émergence du paradigme systémique, c'est-à-dire à travers le structuralisme, on le trouve en linguistique. Et on dit la langue
c'est pas seulement des mots, vocabulaire, puis de la grammaire, des règles. C'est bien autre chose que ça, une langue. Une langue, c'est un ordre du monde. C'est la manière dont une population, si vous voulez, se représente le monde et le met en mots. Et si je suis français, allemand, pas tout, hein, je ne vois pas le monde de la même façon. Et c'est ce qui fait la difficulté de la traduction d'une langue à l'autre. Il y a des choses intraductibles, intraduisibles, je peux vous dire. Parce que la structure sous-jacente de la langue n'est pas la même. Ce qui fait qu'un japonais et un français ont du mal à se comprendre, hein, notamment aussi, mais bien. Et pourtant, de Saussure, le Suisse, là, il a recherché néanmoins des structures communes à toutes les langues. Et il y en a. Ce qui fait qu'il y a un fond commun à l'humanité. Vous voyez ? Bon, voilà. En anthropologie, c'est ce que je vous citais tout à l'heure, Claude Lévi-Strauss, qui a repéré, là aussi, au niveau de l'organisation sociale, sociétale, des choses communes, qu'on soit en Papouasie-Nouvelle-Guinée ou en France. C'est-à-dire, on a tous des totems. Par exemple, le totem à nous, c'est quoi nos jours ? C'est la performance, c'est des mots comme ça, c'est progrès, voilà. On a des rites. Nous aussi, on a des rites. Bon, les fêtes, etc. Et on a des tabous. Par exemple, on a beaucoup discuté de tabous ces derniers mois avec le mariage gay, oui. Il y a des tabous. Et en fait, Claude Lévi-Strauss nous dit que les sociétés, à travers tous ces systèmes-là, cherchent à mettre en place un certain équilibre, notion systémique, on dira, un certain équilibre permettant aux sociétés de vivre, tout simplement, en dehors de la violence, parce que la vie en société, c'est l'éradication de la violence, par définition. Voilà. Et en psychologie, voilà, je cite là, je crois, Keller, psychologie de la forme. Là aussi, il y a une vision naïve qu'on a tous, hein, comme ça, de la perception. Quand je vous regarde, par exemple, j'ai l'impression que, ben voilà, c'est évident, je te vois là, Jean-Marc, pas de souci. En fait, non. J'ai l'impression que l'image de Jean-Marc, vous voyez, m'est projetée. Donc il est là, et ça impressionne ma rétine, etc. En fait, c'est faux, c'est pas comme ça que ça se passe. Pas comme ça que ça se passe. C'est, en fait, ce qui se passe, c'est que je le regarde avec une intention. Percevoir, c'est percevoir quelque chose. Et donc, si vous voulez, là, l'idée de la psychologie de la forme, c'est quand on regarde quelque chose, un paysage, etc., ben, d'emblée, on projette des formes, nous, qui sont là, en nous. On projette des formes. Formes qu'on a apprises, hein, etc. Et c'est pour ça que tu ne verras pas le même paysage que moi, tout à fait. D'où la difficulté de communiquer aussi. On ne voit pas tout à fait les mêmes choses, en fonction des formes qui ont notre préférence. Selon le ressenti de chacun. Comment ? Selon le ressenti de chacun. Oui, l'expérience, l'histoire, l'éducation. Vous voyez pas, on ne voit pas le même monde. Et ben, en management, c'est très important. Vous voyez comment je fais le lien. Mon manager, lui, il voit des choses, mon collaborateur voit d'autres choses. Et alors, à ce moment-là, le manager dit, mais qu'est-ce que c'est cet abruti là qui est devant moi, il ne voit pas les mêmes choses que moi. Ah non, c'est tout à fait normal et naturel. Alors, encore faut-il que le manager comprenne ça. Et ensuite, essaie de, bien sûr, par la communication, de rapprocher les points de vue. Vous voyez ? Donc, vous voyez l'impact que ça peut avoir en management. C'est pour ça que mes managers, moi, je dis, il faut les former à ce genre de choses, ces notions. Voilà, et puis Jean Piaget, un grand psychologue suisse à nouveau, décidément, qui a beaucoup travaillé sur la psychologie de l'enfant. Le développement de l'enfant passe par des phases, identificatoires, pour rentrer pas dans le détail, qui sont des phases où des formes se mettent en œuvre, voilà, des structures se mettent en œuvre. Une première structure, à l'âge de 3 ans, à l'âge de 6 ans, il y a une autre structure plus large qui apparaît, puis une autre encore plus large, et une dernière, laquelle il est à l'âge adulte. Voilà. Donc de l'ordre se met en place régulièrement, de l'ordre englobant, hein, toujours plus large, toujours plus englobant. Voilà.
On est bien ici dans ce qu'on appelle l'approche systémique. Alors la cybernétique, ben, qu'est-ce que c'est que la cybernétique? Là, l'auteur, c'est Norbert Wiener, un Autrichien cette fois, qui a travaillé sur les machines, sur les cerveaux mécanismes. Hein, le fait d'avoir des machines intelligentes, automatiques, avec une mémoire, avec une finalité. Vous voyez, l'exemple du cerveau mécanique, c'est le thermostat. Vous avez une résistance électrique qui chauffait, taxe, se coupe à une certaine température, ce qui arrête la cuisson du four. Et puis quand la température redescend, tac, le circuit se remet en route. Donc voilà une espèce d'intelligence artificielle. Ça, c'est ce qu'on appelle une boucle de rétroaction. Alors là, on voit apparaître les mots de la démarche systémique. Si vous rentrez un petit peu plus dans cette conférence, je ne sais pas. Donc, vous verrez ces mots-là. Il y a des capteurs. Capteurs, qui captent de l'information. Il y a des effecteurs, c'est-à-dire les mécanismes qui transforment cette information. Il y a des boucles de rétroaction. Là, je suis dans le vocabulaire de l'analyse systémique. Il y a des états, il y a des comportements du système, il y a une finalité. Ça, c'est la cybernétique, la science de l'organisation. Pour ceux avec qui j'ai travaillé ici, on a travaillé par exemple avec Michel Crozier, l'acteur du système. Donc en sociologie des organisations, la systémique voilà, existe. L'acteur et le système, c'est dans une équipe par exemple, bien chaque acteur qui appartient au système défend des intérêts personnels spécifiques. Procède à des ajustements, des négociations dans un système d'ensemble. Il n'y a aucun individu isolé. Chaque individu est en interrelation avec les autres. Voilà, un grand mot, puis j'arrêterai là sur cette petite historique, c'est le mot information. Alors l'information, c'est le mot-clé, je dirais de la science actuelle d'ailleurs, hein, et puis de l'approche systémique. Et là, c'est Claude Shannon, qui est un Américain qui travaillait dans une entreprise américaine de télécommunications, téléphone, à l'époque, il y a longtemps, donc téléphone, et qui avait le problème de la transmission d'informations, naturellement, sur un support. Et il s'apercevait que, alors, on code l'information, bien sûr, hein, on la code, la maison à langage binaire, si vous voulez, et on s'aperçoit qu'elle se dégrade, cette information. Ce qui fait qu'à l'arrivée, c'est plus la même chose. Mais en communication humaine, c'est la même chose. Hein. Vous connaissez l'expérience. Hein. Quelqu'un donne un ordre là-haut, il y a 10 étages à la fin, donc on ne connaissait plus rien. Arrivé en bas de l'information initiale, il y a de la perte d'information. Donc Shannon a travaillé là-dessus, comment faire en sorte qu'une information émise, codée, au moment du décodage initial, conserve la même qualité. Et ça, on est en plein dans la communication de manière générale, et notamment la communication humaine. Donc vous voyez, il va y avoir des échanges comme ça entre des ingénieurs et puis les sciences humaines. Hein, ça va échanger en permanence. Et c'est ce qui va faire d'ailleurs la richesse de l'analyse systémique. Il y a des gens d'horizons complètement différents qui vont se mettre à travailler ensemble. Et ça va produire des choses tout à fait étonnantes. Faire des analogies entre la machine et l'homme. D'ailleurs, les robots qu'on est en train de nous préparer là, qui vont tout faire de place, c'est exactement le résultat de cette interaction entre les sciences physiques et les sciences de la nature et les sciences du vivant. Voilà. Alors, en matière d'information, ça c'est Von Forster qui a distingué en fait deux types de grandes informations. Ça c'est très important pour nous aussi. Il y a ce qu'il appelle l'information circulante et l'information structurante. Alors là, je peux reprendre l'exemple du management à nouveau. L'information circulante, c'est l'information qui circule, émission, réception, etc. Puis l'information stockée, c'est la mémoire. L'information mémoire. Voilà, pour travailler, vous avez besoin d'aller chercher de l'information dans des bases de données. Donc c'est du stockage d'informations. Et en dehors de ça, après, il y a l'information qui circule. Et voilà. Donc, l'un des grands exemples qu'on donne de ça, c'est
l'ADN. Est-ce que c'est l'ADN? La chaîne qui code l'information génétique, en fait. Eh bien, dans la chaîne d'ADN, vous avez l'information du génome humain qui est stockée. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle l'ARN, je ne rentre pas dans l'ARN, qui est l'information qui va être piquée dans le génome et qui va circuler ensuite. Donc quand vous êtes manager, vous avez ces deux types d'informations à gérer. Donc comment est-ce que vous mettez à disposition l'information pour les collaborateurs? Et vous voyez l'impact, vous allez tous travailler. Le fait d'avoir l'information, la bonne information, au bon moment, d'avoir l'information disponible ou de ne pas l'avoir. Et quand vous ne l'avez pas, c'est le chaos, tout simplement. Donc le problème de l'information et de la communication est quelque chose d'essentiel. En communication humaine, alors Benson, c'est l'école de Palo Alto. Là, on est dans ce qu'on appelle la thérapie familiale. C'est-à-dire qu'un malade n'est pas malade tout seul. Il est malade dans un système. Donc la maladie résulte, ce n'est pas la responsabilité unique de l'individu, mais c'est la résultante d'un système dans lequel l'individu est placé. Et des différentes interactions que cet individu a avec les éléments du système. Alors avec ses amis, avec sa famille, avec son conjoint, avec ses enfants. La maladie se forme et la résultante de l'ensemble des interactions qui se jouent autour de cet individu. Rendre quelqu'un responsable de sa maladie, non, ça n'a pas de sens dans cette approche. C'est pour ça que dans la thérapie familiale, les psychologues reçoivent la famille, l'ensemble de la famille, sachant que la famille n'épuise pas les interactions que l'individu peut avoir, puisqu'il y a la société, il y a ses amis, il y a son boulot, c'est très compliqué une maladie dans ce sens-là. Alors là, vous entendez maladie psychologique dans ce que je dis, et aussi maladie psychosomatique. Eh bien, c'est l'analyse systémique qui est derrière la thérapie familiale. Et puis enfin, Ludwig von Bertalanffy, la théorie générale des systèmes, c'est-à-dire que Bertalanffy a essayé, lui, d'appliquer l'approche systémique à l'ensemble, je dirais, de la réalité du monde, et a essayé de mathématiser cette approche. Alors, je ne rentrerai pas là-dedans, parce que là, moi, les mathématiques, c'est pas mon truc, mais il y a plein d'équations dans tous les sens. Donc c'est aussi, c'est ce qu'on appelle la modélisation, si vous voulez. Par exemple, en météo, vous savez, la météo, vous regardez tous les soirs. Eh bien, c'est une application systémique, modélisée. On identifie des paramètres, on les fait fonctionner, on fait tourner le modèle, et on donne le soir à laquelle Voilà, alors, en synthèse de ça, si on compare les deux approches, l'approche classique, rationnelle, cartésienne, et l'approche systémique, regardons en quelques fixer un peu les idées. Dans l'approche classique, on étudie des phénomènes, on isole, compris ça. Dans l'approche systémique, on n'étudie pas les phénomènes, on étudie des interactions entre phénomènes. Je reviens dans un instant. Dans l'approche classique, on a une vision locale. On identifie, voilà. Dans l'approche systémique, on a une vision globale. Dans l'approche classique, on découpe. Et dans l'approche systémique, on relie, on organise. Et puis dans l'approche classique, on simplifie les choses. Et dans l'approche systémique, au contraire, on laisse aux choses leur complexité. Vous voyez ? C'est-à-dire que l'idée de Descartes, c'est qu'il faut réduire la complexité. Oui, mais à ce moment-là, on coupe les liens et on ne comprend plus exactement. On ne voit que les choses par le petit bout de la ligne. Et donc, après, comment voulez-vous maîtriser les choses ?
Voilà, ensuite l'idée que j'ai évoquée déjà tout à l'heure de l'emboîtement des systèmes. Il y a un humoriste, Pierre Dac, vous connaissez peut-être pas, c'est plus mon époque, qui disait « tout est dans tout et réciproquement ». C'est vrai. Et donc, au départ, il y a les systèmes physiques, si vous voulez, les minéraux, quoi, qui sont des atomes. Ensuite, vous avez les systèmes chimiques. Là, il y a des réactions qui s'opèrent, il y a des transformations. Ensuite, apparaissent les systèmes vivants, où là, il y a de la mémoire, de la finalité, de l'organisation, de l'auto-organisation. Puis les systèmes vivants, eh bien, aujourd'hui, on peut le considérer comme ça, les systèmes socio-humains, puis les systèmes artificiels. Ce qui est aujourd'hui la robotique, qui vont connaître, il ne faut pas se le cacher, dans les décennies à venir, une explosion. Ce qui pose, je me rappelle tant, il faudrait une autre conférence, de voir que sera l'homme dans un siècle. C'est une grande question, voilà. Et puis les systèmes d'idées. Nous, humains, nous vivons dans les idées. Et les idées, il ne faut pas penser que c'est du vent, du flux, du feu, de la fumée, c'est du réel. L'idée, c'est quelque chose de réel. Ça a des effets, ça a des impacts. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on parle par exemple, on discutait de l'argent par les valeurs. Les valeurs, c'est des idées. Vous voyez l'impact que peut avoir un système de valeurs. Donc il faut traiter les idées comme des réalités concrètes. Alors une autre manière, là je prends le système vivant, alors on parle du niveau intracellulaire, à l'intérieur de la cellule, puis la cellule. Vous voyez, ce que je vais faire passer ici, c'est que tout s'englobe. C'est un système de poupée russe. Ce qui veut dire qu'il n'y a rien n'est indépendant. Tout est relié. Vous voyez? Alors, pour aller plus loin, vous avez peut-être entendu parler de la physique quantique, la science de l'exploration de l'infiniment petit. Eh bien, aujourd'hui, certains disent, on lit ça, et lui comme d'autres, que le plus petit atome, vous entendez, de ce micro, je sais pas, par exemple, est en relation avec l'ensemble des atomes de l'univers. Donc tout est en interconnexion. Je ne sais pas si c'est vrai ce que je viens de dire. Mais bon, ça se dit, quoi. Mais sans aller jusque-là, ben ici, rien qu'ici, nous sommes bien en interconnexion. Puis même en se partant d'ici, et à partir de maintenant, nous resterons reliés. Parce que nous aurons la mémoire, plus ou moins fugace, de ce qui s'est passé aujourd'hui ce soir. Vous connaissez ces phénomènes? Hop, il y a un mot qui vous revient, et hop, ça évoque. Rien ne s'efface, rien ne disparaît. Donc vous voyez qu'il y a une vision du monde quasiment métaphysique derrière l'analyse systémique. Donc voilà, l'intérieur de la cellule, puis les tissus bien sûr, et puis l'organe, l'estomac, le foie, les systèmes d'organes, et puis ensuite l'être lui-même, l'être vivant, lui-même dans un environnement, lequel environnement est dans un environnement plus large, et tout ceci est en interaction. Voilà, un petit peu, si vous voulez, pour situer un petit peu je dirais la spécificité de cette approche systémique. Et je dirais cette espèce de nouvelle vision, pour bien dire la chose, qui nous est proposée à travers cette notion de système.